Tu t'apprêtes à écouter un nouvel échange avec une personne passionnée et passionnante et j'espère que tu trouveras dans cet épisode des idées, des concepts ou des techniques qui t'inspireront ou te motiveront. Tu pourras retrouver les notes de cet épisode ainsi que les liens vers les ressources citées au cours de l'échange en cliquant sur le premier lien dans la description de l'épisode. Pour encourager et soutenir la production de ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Merci beaucoup à toi. Et sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Upgrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane. Merci beaucoup Lauriane d'avoir accepté mon invitation, ça me fait trop plaisir. Mais je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravie que tu sois là. Alors Lauriane, je vais essayer de te présenter avec les quelques informations que je connais de toi. Alors, je te connais pas depuis très longtemps puisque je t'ai trouvé par hasard sur Threads, même pas sur Instagram ou quoi, mais vraiment sur Threads. Je regardais un petit peu des posts, je suis tombée sur tes posts, j'ai bien aimé, j'ai commencé à creuser un peu. Donc, ça fait pas très longtemps, mais j'ai quand même quelques petits trucs à dire. Donc déjà, chose que je ne savais pas avant, mais que j'ai appris récemment, tu as 33 ans. On n'est pas très éloigné en âge. Et donc, tu es consultante et formatrice en marketing. Donc, d'un côté, en tant que consultante, tu aides notamment les femmes à développer une présence en ligne pour qu'elle soit la plus impactante possible. Et à côté, tu travailles dans, alors je crois, plusieurs écoles, si je ne me trompe pas, en tant que formatrice pour former les futurs professionnels du marketing. Et tu insistes notamment sur le côté humain, le côté éthique du marketing, qui est une approche assez nouvelle et assez intéressante aussi. Donc ça, c'est ce que je sais de toi. Je sais aussi que tu as un podcast qui s'appelle Get Your Crown, que j'ai eu le plaisir d'écouter. J'ai eu le plaisir d'écouter plusieurs épisodes, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai été très surprise de voir qu'il y a 234 épisodes. C'est juste énormissime. Nous, on en a l'épisode 28. Voilà. Donc, quasiment 10 fois moins. Donc, je suis très impressionnée aussi par la même occasion. Et alors, un petit détail que tu m'as donné quand on a préparé l'épisode, enfin, quand j'ai préparé l'épisode un petit peu à l'avance, tu m'as dit qu'à 14 ans, tu voulais être l'attaché de presse de Michael Jordan et que ça a été le commencement de tout. Et là, je veux vraiment que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors, le contexte déjà, c'est que mes deux parents sont profs. Mon père est prof de maths et ma mère est prof de français. Ça veut dire que pour eux, l'éducation et l'orientation, c'était important. Ils m'ont toujours dit, fais des études pour faire un truc que t'aimes, mais fais des études quand même. Du coup, on est au collège, on est entre ma 4e et ma 3e. Dans ma tête, c'est dans ma 4e, donc on va garder la 4e. En bonne élève modèle, je vais au CDI. Vraiment, je vais au CDI. J'ouvre le livre avec vraiment toutes les formations du monde, le livre de l'ONICEP de tête, où t'as tous les métiers du monde et tout. Et je me dis, je vais trouver mon métier dans ce livre-là, parce que de toute façon, il parle tellement de trucs dedans qu'il y aura forcément un métier pour moi. Et au départ, je voulais être journaliste. Je trouvais que le côté journaliste, c'était vraiment un truc qui me parlait. Donc je rentre et tout, je suis déterminée, je dis que je veux être journaliste. Le week-end arrive, mais vraiment, le truc très drôle, le week-end arrive genre 2-3 jours après, je vois un reportage d'un journaliste qui est parti dans le pôle Nord, et là je me dis, mais c'est pas possible en fait, c'est-à-dire que non, à aucun moment, moi, le froid, ça m'attire, je refuse de faire ça, donc vas-y, journaliste, c'est pas pour moi. Je rappelle juste pour ma défense, j'ai 14 ans, l'ouverture d'esprit sur le fait que potentiellement il y a d'autres facettes du métier de journaliste, non, je ne l'avais pas. Donc le lundi, je retourne au CDI en me disant ok, échec de métier, donc qu'est-ce qui peut fonctionner encore, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette fiche ONICEP dans les métiers un peu similaires. Et là, je tombe sur attaché de presse et je me dis ok, c'est ça, c'est le métier de ma vie. Et du coup, je lis vraiment la description de ce qu'est être attaché de presse. Et il y avait vraiment ce côté qui me plaisait de mettre en valeur quelqu'un, de contribuer avec ton travail de l'ombre à faire qu'une personne, tu la mettes en valeur, tu la fasses connaître au plus grand monde. Et à l'époque, je suis une grande fan de basket. Ça a pas vraiment changé, ça, dans ma vie. Mais je suis une grande fan de basket. Mon joueur préféré, évidemment, c'est Michael Jordan parce que c'est l'icône du moment. Et je trouve que Michael Jordan, vraiment, à cette époque-là, en fait, on parle beaucoup en mal de lui. Et du coup, je trouve pas ça cool parce que je trouve que ça vient faire de l'ombre à ses compétences sur le terrain. Et je me dis, mais en fait, il lui faut absolument une attachée de presse, donc métier que je viens de découvrir. Je me dis, il lui faut absolument une attachée de presse pour redorer son image et faire en sorte que les gens le voient mieux. Et là, du coup, je me dis, voilà, mon destin, c'est ça, c'est que je vais être attachée de presse de Michael Jordan.
à l'époque, pareil, moi je me dis qu'il va avoir une carrière hyper long terme et donc que même quand je serai en âge de travailler, il sera toujours en train de faire du basket et que je pourrai travailler pour lui, ce qui était déjà totalement délusionnel. Mais voilà, je pars sur cette idée et je me suis lancée du coup dans mes études avec cette idée-là. Et en vrai, ça m'a tenu longtemps avant que la réalité me rattrape, parce que je crois vraiment qu'il a fallu que je fasse ma première année de DUT. Donc vraiment, ça m'a tenu tout le lycée et Ah pour oui. que je me dise ah oui, non, en fait, ça va pas être possible. Il Voilà, a fallu beaucoup de temps, en effet. vraiment, parce qu'en plus, mine de rien, Michael Jordan avait arrêté sa carrière parce que du coup, moi, j'ai eu mon bac en 2009. Il jouait déjà plus au basket, mais dans ma tête, je pouvais toujours. Il y avait moyen de moyenner, tu vois. Alors que pas du tout, vraiment. Ah, c'est énorme. C'est énorme. En plus, c'est très spécifique. C'est pas attaché de presse. Non, non, c'est attaché de presse de Michael Jordan. Exactement. C'est ça ou rien. Mais après, bah, du coup, je me suis aussi rendu compte que si les gens parlaient aussi mal de lui, il y avait potentiellement des raisons. Et que du coup, ça aurait pas été un métier dans lequel je me serais franchement épanouie. D'accord. Mais du coup, quand même, tu as gardé ce côté de vouloir mettre en lumière des gens, des marques, peu importe, vouloir révéler le meilleur, tout ça, c'est quelque chose quand même qui est resté. Ouais, vraiment. Alors, c'est un truc qui est resté, qui était un peu en ligne de fond pendant un moment. C'est-à-dire que c'était plus trop sur le devant de la scène et qui est revenu hyper fort en 2020, en plein Covid. C'est-à-dire que déjà, c'était un moment où moi, je me sentais plus trop bien dans mon travail et où en fait, j'étais en train de me rendre compte que... Parce qu'au départ, je pensais que j'avais un problème avec le marketing. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de problème avec le marketing, mais avec l'environnement dans lequel je le faisais. Et du coup, en 2020, je me souviens vraiment il y a ce moment où je vais chercher un plat italien et où en fait, je ne comprends pas parce que c'est un traiteur chez qui je vais hyper souvent et elle m'explique qu'en fait, à cause du Covid, elle va potentiellement fermer. Et moi, dans ma tête, c'est un truc qui est genre inenvisageable parce que déjà, j'adore ce qu'elle fait, parce que c'est trop bon et parce que je me dis, mais attends, comment ça? C'est-à-dire qu'avec Instagram et tout, il suffit juste que tu mettes que tu fais de la livraison à emporter. Pourquoi ça pose un problème en fait? Et en fait, je me rends compte à ce moment-là qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout les codes parce que du coup, encore une fois, tu vois, tu restes dans la petite bulle de ta vie. Et moi, ma petite bulle, c'est que j'ai fait du marketing toute ma vie et de la communication toute ma vie. Donc en fait, dans ma tête, tout le monde sait ce que je sais. Et c'est vraiment ce moment en 2020 où je me rends compte qu'il y a plein de gens qui savent pas du tout comment communiquer sur Internet. Et je me dis, ah oui, non, mais là, il y a un problème. Et donc, du coup, malheureusement, elle a fermé. Mais c'est le truc qui m'a fait me dire, OK, il faut que je continue à contribuer, à mettre en avant les gens et à les aider à le faire, en fait, que même eux, ils sachent le faire eux-mêmes. Parce qu'il y a trop de gens qui ont des trucs absolument géniaux à partager. Et pour le coup, par exemple, bah, elle, j'aurais aimé que tout le monde découvre à quel point ses plats étaient trop bons. Genre même de t'en reparler, quand je pense à son aubergine farcie, là, oh là là. Ah, comme j'ai faim. Pardon les auditeurs, pardon les auditrices, désolée, mais vraiment c'était un coup de cœur. Ah là là, ouais, ça me donne très faim, rien que de l'écouter. Ok, donc du coup, à partir de là, donc là, tu travaillais dans une boîte, c'est ça, à ce moment-là? Oui, Ok, et ça se passait pas hyper bien, du coup? ça se passait pas bien du tout. Ok. Vraiment, on était dans une période assez harcèlement moral et raciste dans ça. Et donc du coup, ouais non, ça se passait pas bien du tout. En fait, en plus, on est juste après, enfin, en plein Covid, moi j'ai perdu mon grand-père. Et il y a eu cette phrase qui m'a fait vraiment quitter le salariat, où mon responsable du coup de l'époque me dit c'est pas grave si ton grand-père est mort, ça fait un noir en moins sur Terre. Et genre vraiment, encore maintenant, j'ai le corps entier qui se fige, comme si d'un coup j'étais glacée, et en fait j'ai même pas su répondre. C'est-à-dire que j'étais tellement choquée que j'ai pas su répondre. En fait, il a fallu que genre, là, en plus c'était une réunion, et je fais un truc du style quoi? Et il me dit oh ça va, je rigole, et je suis là en mode waouh. Et en fait, je fais abstraction du truc, je continue la réunion qui en plus de ce ne se passait pas bien parce qu'on avait des relations qui étaient très très conflictuelles. Donc je continue ma réunion et tout, et en fait après ça a été un déclenchement où je me suis rendu compte de plein de trucs qui s'étaient passés avant et de la violence qu'en fait je subissais dans ce travail de cette personne. Et je me suis dit, ah oui, non, en fait, je peux pas continuer. Et ça a fini, ou un jour, mais genre,
2 jours après mes 30 ans, non, 2 jours après mes 29 ans, on est lundi, je me connecte, on est encore en distanciel, je me connecte pour commencer à travailler et je vois un de ces mails et je commence à pleurer et ça, c'est devenu instoppable. J'ai dû aller chez le médecin et même en arrivant chez le médecin, je pleurais toujours. Et du coup, il a fini par m'arrêter et j'ai pas retravaillé dans cette entreprise. Ouais, tu m'étonnes. Là, franchement, moi, j'ai pas les mots avec ce genre de réflexion. Bon, déjà, dans ce contexte-là, en plus, tu perds un proche, que la personne soit capable de te sortir une phrase pareille en 2020, en France, franchement, j'ai pas les mots. Et je me dis, si cette personne est capable de te sortir ce genre de choses dans de telles circonstances, j'imagine même pas au quotidien ce que ça devait être, en effet. Bah, en fait, le truc, c'est que comment dire, c'est assez horrible à dire, hein. Et en tant que femme noire, du racisme, j'en ai tellement vécu qu'en fait, ça fait partie des choses où tu te rends plus forcément compte de toutes les micro-agressions que tu subis. Ouais, c'est Et intégré. ouais, voilà. Et il a fallu que j'ai genre, mais cette phrase qui est d'une violence extrême pour qu'en fait, je capte que tout ce que j'avais vécu et qu'il y a plein de réflexions qui me faisaient qui étaient hyper racistes. Et c'est comme beaucoup de choses, hein. On parle beaucoup dans les courants féministes, les choses comme ça, de certains comportements qui sont tellement intégrés que finalement les femmes les acceptent au quotidien et qu'elles-mêmes deviennent même les avocates de ces hommes qui commettent ce genre d'actes en les défendant en disant oh mais ça va, c'est pas si grave que ça, c'est bon. Et en fait, ça légitime. Moi, enfin, je trouve que ces personnes font énormément de mal en fait, que ce soit aux femmes ou aux personnes racisées quand c'est des personnes racisées, tout ça, ou même des personnes handicapées, des personnes LGBT, enfin bref, peu importe la minorité entre guillemets, ces personnes-là qui légitiment ce genre d'action, ce genre de comportement, ce genre de paroles, elles font énormément de mal à ces catégories de personnes parce qu'elles viennent de ces catégories de personnes. Et du coup, le fait de légitimer tout ça auprès des personnes qui commettent ce genre d'action, bah, du coup, ça leur donne encore plus de pouvoir. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas non plus oublier que souvent, si elles légitiment, c'est qu'elles se rendent pas compte de la gravité. Et que Exactement, du c'est coup, il y a tellement un manque, intégré. c'est ça, et qu'il y a un gros manque d'éducation et qu'en fait, elles-mêmes, elles se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de légitimer. C'est exactement ça. C'est tellement devenu habituel, c'est tellement la routine, c'est tellement le quotidien depuis qu'elles sont toutes petites, en fait, depuis qu'elles sont nées, hein, grosso modo, que du coup, bah, c'est entré dans leur façon de faire, dans leur système de fonctionnement, tout simplement. Et du coup, elles ne se rendent même pas compte, en fait, de la gravité de certaines paroles, certaines actions, certains comportements. C'est incroyable. Et il faut en arriver à ce genre de phrase qui est vraiment choquante pour qu'il y ait un déclic et se dire attends, mais non, mais ça, c'est pas normal en fait. Ouais. Voilà. Et il y a plusieurs fois hein, où j'aurais pu me rendre compte que c'était pas normal, mais il a vraiment fallu, pour moi, c'est ce choc, cette violence, pour que vraiment je me dise, ah oui, non, allez, c'est bon, on arrête. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, non, franchement, j'ai pas les mots. Ce genre de comportement, tu disais que tu n'avais même pas su quoi répondre, mais je pense que même en tant que spectatrice, j'aurais à peine su quoi répondre. Je me serais peut-être emportée et tout, parce que c'est plus simple quand ça ne nous touche pas nous personnellement, je pense. Mais j'essaie de me mettre à ta place et de me dire qu'est-ce que j'aurais fait moi. Et c'est vrai que sur le coup, on peut être dans la stupeur en fait. Tu sais pas quoi répondre tellement c'est irréel, tellement ça dépasse l'entendement en fait, ce genre de réflexion. Bah, Ouais. surtout que, quand tu remets dans le contexte, je suis quand même en deuil de mon grand-père, Oui, en plus. vraiment que j'ai perdu, genre, la veille, et on me refuse le fait que je prenne un jour pour gérer l'enterrement à distance, et pour faire mon deuil. Il y a rien qui va dans cette histoire. Non, il y a rien qui va dans cette histoire. Mais du coup, le gros avantage, c'est que je ne travaille plus dans cette entreprise. Ouais. Ouais, non, tout, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui n'allaient pas du tout. Mais après, je suis ravie, quelque part, d'avoir vécu ça, parce que ça a été le wake-up call sur plein, plein, plein de sujets. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aussi. Ouais, c'est un mal pour un bien au final, hein. Tout Ça fait à mal fait. sur le Après, coup, c'est mais un sacré derrière, mal. voilà, oui, pas qu'un peu, oui, ça c'est sûr. Du coup, ça va me permettre de rebondir aussi, parce que c'est vrai que là, ça t'a permis de quitter un environnement assez toxique. J'imagine que sur le coup, c'était peut-être pas forcément facile aussi de quitter cet environnement salarial où t'étais habitué. Je veux dire, c'était ton schéma habituel. Toi, on t'avait sûrement dit avec tes parents profs, peut-être que t'étais pas forcément tourné vers l'entrepreneuriat au départ et que tes parents t'ont dit d'avoir un travail qui rémunère bien, travaille bien à l'école et tu auras un bon salaire, ce genre de choses qu'on entend bah, très fréquemment, hein, bien sûr.
Donc j'imagine que de quitter le salariat, ça n'a pas été chose simple. Pas du tout. Et puis en plus, ce qui va avec mes parents profs, c'est la sécurité de l'emploi. Donc en fait, pour eux, le fait d'avoir une fille déjà qui est au chômage, qui est en arrêt de travail, mais en plus qui est au chômage, ça a été, ouais, vraiment hyper dur à vivre pour eux. Après, j'ai de la chance parce que j'ai un oncle qui est entrepreneur, même si je n'étais pas proche de lui et que je lui ai pas du tout posé de questions sur comment ça se passait sa vie avant et tout. Mais du coup, je sais que par exemple, mon père, il a un peu plus accepté. Et là où j'ai aussi quand même, on va le dire, beaucoup de chance, c'est que je me suis quand même sacrément plantée dans ma vie, même en tant que salariée. Et du coup, mes parents, ils ont quand même une assez grande confiance en moi dans le fait que je vais réussir à trouver une solution. Et donc, ils ont réussi à ne pas trop être jugeants. Je sentais dans plein de réflexions qu'ils avaient que vraiment, eux, ils étaient un peu en panique, mais ils n'étaient pas non plus totalement jugeants. Ils me faisaient part de leurs soucis, ils me posaient beaucoup de questions pour essayer de cerner si je savais où j'allais, etc. Mais mine de rien, ils m'ont quand même encouragée, ils m'ont quand même soutenue dans cette décision. Bon, ils m'ont soutenue avec, avec ce qu'ils avaient, donc évidemment, on pourrait toujours revenir dessus, mais vraiment, au moins, ils ont fait l'effort de ne pas vouloir non plus m'en empêcher, de me laisser faire et de se dire plutôt, bon bah, on va lui faire confiance, on va la laisser faire son truc, et puis elle finira par rebondir. Ouais, ça c'est top. C'est vraiment une base, une base de sécurité, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai un adjectif qui me vient en tête, mais c'est sécuritaire, mais je crois que c'est pas le bon adjectif. Quelques soucis de vocabulaire en ce moment, après une courte nuit. Et ouais, d'avoir cette base-là de parents, en fait, de figures parentales qui te font confiance, je trouve que c'est un énorme atout dans la vie, surtout quand tu es entrepreneuse derrière, enfin, quand tu te lances, en fait, à ton compte, quand tu pars de zéro, avec très peu de connaissances de ce système-là entrepreneurial, avec plus de questions que de certitudes. Je pense que c'est quand même un énorme atout d'avoir des gens comme ça qui te portent et qui te font confiance. Vraiment, et même maintenant, ils comprennent pas exactement tout ce que je fais. Ils comprennent certains pans. Tu vois, par exemple, le côté formatrice marketing, ça, ils comprennent parce qu'ils sont profs. Donc, forcément, ils comprennent. Ils ont du mal à comprendre pourquoi je vais dans des écoles différentes et pourquoi j'ai pas un contrat long terme avec une école. Mais au moins, ils comprennent ce côté-là. Le côté entrepreneuse, ils le comprennent un petit peu moins, le côté consultante, parce que ben c'est pas trop leur génération déjà, mais ils continuent de me soutenir, ils continuent de me poser des questions, ils continuent de me demander comment ça se passe. Par exemple, ma mère, elle m'a fait trop rire la dernière fois, elle m'a demandé de lui expliquer ChatGPT parce qu'elle avait regardé mes stories Instagram et qu'elle avait vu que j'en parlais beaucoup. Donc tu vois, ils s'intéressent quand même et j'ai vraiment vraiment de la chance de ce côté-là. Et d'ailleurs, j'ai toujours avec moi un marque-page que ma mère m'a offert et c'est écrit "She believed she could, so she did". Et c'est exactement ce qu'elle pense de moi. Et c'est un truc vraiment pour me montrer son soutien à sa manière. Et c'est vraiment genre, j'ai vraiment de la chance que mes parents me soutiennent dans ça. Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, dans les auditeurs, Ah, je sais que ça peut encore arriver. She believed she could, so she did. Ça veut dire elle croyait pouvoir le faire et elle l'a fait. exactement. Voilà. Donc trop C'est mignon. Ouais, franchement, c'est une réalité. Il y avait, alors je sais pas qui a dit cette phrase, je crois que c'est Henry Ford, mais j'en mettrai pas ma main à couper, qui disait que vous pensiez pouvoir le faire ou ne pas y arriver. Dans les deux cas, vous avez raison. Voilà. Et je pense que c'est vraiment vrai quand on met son esprit à quelque chose, quand on a le bon mindset. Alors, c'est un mot qui revient souvent en ce moment, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour parler de ça. Je pense que ça joue énormément. Et encore une fois, avoir la confiance en soi pour réaliser les choses, ça peut aider. Ça fait pas tout, mais ça aide quand même déjà pas mal. C'est déjà une bonne base en tout cas. Oui, et puis là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que mes parents, alors mon père plus particulièrement, m'a mis très vite au sport. Et du coup, le sport, ça t'aide beaucoup sur ce côté-là, d'un point de vue mindset, d'un point de vue mental. C'est-à-dire que, évidemment, je doute qu'il y a des choses que je vais pas réussir à faire. Mais au fond, j'ai quand même une confiance en moi qui fait que je vais y aller. Je suis pas sûre de y arriver, mais je vais tenter. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup, beaucoup dans le parcours entrepreneurial. Et ça m'aide aussi beaucoup à relativiser mes échecs. En plus, on en parlait il y a pas très longtemps avec mon père, parce que je lui rappelais le fait qu'il y a une fois où en fait il me coachait. Et en match, en championnat, je me tords deux doigts, mais vraiment, le ballon de basket arrive, me les retourne, vraiment, ils sont tordus, grosse entorse.
Et mon père me les bande et me remet sur le terrain en me disant « Tu finis la compétition ». Et En vraiment, mode sur ce Karate moment-là, Kid. ouais, mais sur ce moment-là, évidemment, à l'âge où je suis, je le maudis parce que j'ai extrêmement mal. Mais en vrai, ça m'a poussé, ça m'a aidé aussi dans OK, en fait, parfois il y a des moments qui vont être hyper compliqués, mais en fait, à la fin, tu vas quand même être contente. Et je me souviens qu'à la fin, on n'a pas eu une grande médaille, genre on n'a pas gagné, mais on était quand même hyper fiers de notre parcours. Et j'ai plus, tu vois, le souvenir de la joie partagée avec les coéquipières que de ce qui s'est passé à la suite avec mes doigts, tu vois. Moi, j'imagine. Là, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à une citation, je suis obligée de la dire, surtout dans les circonstances actuelles. Ce grand monsieur Jean-Michel Blanc qui nous a quittés récemment. Fonce et oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est un peu ça. Mais là, surtout, moi, ce que j'entends, c'est qu'avec le sport aussi, il y a cette idée de travailler pour arriver à un résultat. Il y a cette idée de, OK, maintenant, j'y arrive peut-être pas, mais j'ai les compétences pour, j'ai la volonté aussi de le faire et je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire pour faire les choses bien pour ensuite avoir le résultat que je veux avoir. Je pense que c'est quand même une mentalité qui est très spécifique au sport et à la musique aussi. On n'en parle pas assez, mais c'est un peu le même genre. Moi, je suis musicienne, je pourrais en parler des heures, mais on travaille pendant des heures sur les mêmes choses. Ça peut être des gammes. Moi, je suis batteuse percussionniste, donc j'ai passé des heures littéralement à faire poum, 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 avec une régularité à toute épreuve. Littéralement des heures, ça demande énormément de concentration. Ça demande beaucoup de motivation aussi parce que c'est vraiment pas fun, mais vraiment pas. Tout ça pour derrière, bah, jouer de la batterie à un bon niveau hein, quand même, voilà. Et que les gens disent waouh, c'est trop bien ce que tu fais, c'est trop cool, tout ça. Ouais, mais en fait, en amont, il y a eu tout ce travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de motivation, beaucoup de discipline aussi. Et je pense que c'est très proche de ce que demande le sport en termes d'investissement personnel. Je suis carrément d'accord avec ça. Et en plus, l'avantage avec le sport aussi, c'est que dans le milieu sportif, l'idée du mindset, elle est très présente aussi. Et donc, le fait de, par exemple, prendre un coach mindset ou de te faire accompagner, c'est pas un truc qui est déconnant en sport. Mm. Donc, de la même manière que ce que tu décrivais avec la batterie, nous, on va par exemple au basket, les heures qu'on passe à shooter juste pour travailler son shoot, c'est épuisant et en même temps, bah, ça fait que tu peux placer ton shoot dans les moments les plus importants. Mais le stress qui va avec toute la compétition est aussi beaucoup pris en compte, aussi beaucoup adressé. Et donc, dès le sport, en fait, on te pousse à travailler ton mental, à aller chercher la réponse en toi, à travailler la visualisation. Et tout ça, c'est des trucs qui vont beaucoup t'aider après quand tu es dans l'entrepreneuriat, parce que ben, là aussi, tu as des croyances limitantes. Par exemple, un des trucs sur lesquels, par exemple, mon père s'est beaucoup, j'allais dire battu, en gros, sur lequel il a beaucoup travaillé avec moi, c'est le fait que quand on rencontrait une équipe qui était genre numéro 2 du classement et que nous, on était 10e, moi, dans ma tête, au début, j'avais tendance à penser que j'avais aucune chance. Et en fait, le fait qu'il m'ait fait travailler dessus, maintenant, je me dis, mais en fait, tout le monde est prenable. Que maintenant, je suis capable d'avoir des discussions avec des gens qui ont beaucoup plus de succès que moi ou que je vais considérer comme beaucoup plus avancés que moi, sur certains sujets. Mais en fait, je vais me dire, ok, en fait, c'est un humain comme un autre. Et ça, c'est ce que mon père m'a beaucoup répété. Ça m'a aussi pas mal servi au rugby parce que j'ai aussi fait du rugby. Au rugby, moi, je suis pas très grande. Genre, je fais 1m63. Et genre, au rugby, il y a des fois où j'ai des colosses face à moi et où je me souvenais de la petite phrase de mon père, c'est juste des êtres humains. Et je me disais, ok, sur un malentendu, je peux réussir à la plaquer. Et même si je réussis pas à la plaquer, en fait, je vais avoir des coéquipières qui vont profiter du fait que j'ai essayé pour m'aider et tout. Et donc, du coup, ça te pousse en fait, à aller chercher des choses qui te semblent impossibles. Alors, même en business, ça va te servir de ne pas, par exemple, donner trop de poids à tes concurrents ou d'oser des choses, même si tu vois que ça a déjà été fait ailleurs, de te dire que tu vas réussir à le faire d'une certaine manière. Donc ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont servi dans mon éducation grâce au sport. Ouais, j'imagine. C'est très vrai ce que tu dis par rapport au fait que tout le monde est prenable. Et aussi, j'ajouterais même qu'on peut apprendre de tout le monde. C'est quelque chose que j'ai appris en 2016. J'ai fait un petit tour du monde pour débloquer des problèmes de confiance en moi à la batterie. J'avais confiance en moi sur tous les pans de ma vie, sauf à la batterie. J'avais un vrai problème de légitimité. En percussion, ça allait, mais pas en batterie. Et bah, c'était quand même ma carrière. J'ai quand même été professionnelle pendant 17 ans.
Donc, il fallait que je débloque ça. Et dans mon petit périple, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné une claque, genre une leçon de créativité notamment, qui venait d'un enfant de 5 ans. Voilà. Un enfant de 5 ans. Moi, ça faisait, je sais plus à l'époque, ça faisait bien 16 ans que je jouais et plusieurs années en professionnel aussi. Et pourtant, à ce jour-là, donc là c'était en 2016, là on est en 2024, donc ça fait déjà 8 ans que cette leçon d'un enfant de 5 ans me sert encore. Et je me dis, tu vois, je me souviens beaucoup de ce genre d'anecdotes et je me dis, en fait, on peut apprendre de tout le monde et nous aussi, on peut apprendre des choses à tout le monde, même des gens qui sont visiblement au-dessus de nous, tu vois, on a l'impression qu'ils sont plus avancés, qu'ils ont plus de succès, qu'ils ont plus de résultats, qu'ils sont un peu mieux placés aussi, enfin bref, peu importe ce que tu penses, on a quand même tous à apprendre les uns des autres et les uns aux autres. Et quand tu pars déjà avec ce constat, je pense que déjà ça t'ancre un petit peu plus, ça fait que tu as un peu plus confiance en toi et ça t'ouvre un peu plus de portes, plus d'opportunités, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Je te rejoins aussi beaucoup sur le fait que les enfants, ils viennent vraiment, genre, parfois nous donner des grosses leçons. Et moi, ce que j'ai gardé de tout ça, c'est l'habitude de regarder les compétitions sportives. Genre, j'adore les Jeux Olympiques. Je sais qu'il y a énormément de problèmes éthiques et sociétals autour de ça, mais j'adore regarder les Jeux Olympiques. Et à chaque fois, quand tu vois des champions, mais qui ont 12 ans, 14 ans, 16 ans, et tu te dis, mais attends, comment t'arrives à faire ça? Et après, il y a ce côté, alors c'est aussi là que le sport m'aide beaucoup, c'est que très vite tu pourrais tomber dans la comparaison négative et te dire, ben moi je vais jamais y arriver parce que eux, ils ont commencé beaucoup trop tôt. Et en fait, moi, ce que ça crée chez moi, c'est que très vite je me dis, non mais en fait, si lui il peut faire ça, à quel moment moi je crois que je peux pas faire ça? Et du coup, même si ça n'a rien à voir, je vais me dire, non mais attends, il y a une enfant de 16 ans qui est capable d'être championne olympique de skate. À quel moment je peux pas aller démarcher une entreprise qui m'intéresse? Et donc du coup, ça me booste beaucoup de regarder ce genre de compétition. Et alors les séries documentaires sur le sport sur Netflix, ma passion. Je confirme, j'adore aussi. Franchement, j'adore aussi. Je te rejoins carrément aussi là-dessus. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se comparer, surtout quand on n'a pas trop confiance en soi ou quand on a des petites périodes de moins bien. Ça peut arriver. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler parce que moi, j'en ai traversé une. Je crois que toi aussi. Des périodes de moins bien et pas qu'une, à mon avis, on en a traversé plusieurs. Et c'est toujours bon de se rappeler qu'en fait, déjà, on part pas tous du même point de départ. Là, moi, je fais un sport qui s'appelle la calisthénie. Alors, je sais pas si tu connais. Enfin, la plupart des gens ne connaissent pas, donc si tu connais pas, je ne t'en voudrais pas du tout. Non mais attends, hasard de dingue, j'ai vu une vidéo sur TikTok vraiment avant notre interview sur ça. Mais non. Donc, je vois parfaitement le fait qu'il y ait deux barres et que tu te suspendes dessus et que tu commences à retourner et tout. Je te vois parfaitement ce que c'est. Parce que j'ai fait un TikTok sur ça il y a vraiment genre 1 heure max. Ah, génial. Bah voilà, donc il y a ça. Il y a donc du statique, il y a du freestyle aussi, il y a plein de choses. Il y a des épreuves de force, des trucs comme ça. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai qu'on aime bien dire que c'est un mélange. Alors c'est très très grossier hein, de dire ça, mais c'est un mélange entre la gymnastique et le CrossFit, hein, grosso modo. Bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ça, mais bref, c'est pas le but de l'épisode. Le seul but, c'est que je voulais dire que la plupart des athlètes de cette discipline-là, c'est des jeunes hommes, donc ils sont relativement jeunes. Il y en a qui ont 16 ans, 17 ans, 20 ans, voilà. Ils sont relativement petits, la plupart, très fins, voilà, donc très légers aussi. Et moi, j'ai commencé ce sport-là à 33 ans, avec un background pas du tout sportif ou très peu sportif, avec un fessier, ma pauvre. Je te jure que pour le faire décoller, il faut 3 fois leur force aux gars, tu vois. Donc voilà, non, on rigole, mais c'est vrai, n'empêche, des fois, ils font faire des figures. Moi, je peux pas les faire, mon fessier touche encore par terre, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, il y a plein de personnes qui abandonneraient dans ce cas-là, en se disant, bah voilà, moi j'ai quelques kilos à perdre, je suis une femme, j'ai moins de force dans le haut du corps, j'ai bah voilà un gros fessier, un fessier latéral notamment, voilà, et bah je vais pas y arriver. Et en fait, quand on apprend à avoir un bon mindset, on peut plutôt partir sur le fait de se dire, ok, moi je pars de ce point-là avec les compétences que j'ai, les compétences que je n'ai pas aussi, voilà, la flexibilité que je n'ai pas, la mobilité que je n'ai pas forcément autant qu'eux, la force que je n'ai pas autant qu'eux, mais par contre, je vais m'appliquer à faire les choses le mieux possible pour avoir des résultats pour moi, vraiment, et me comparer que à moi-même. Et je pense que ça, cette mentalité-là,
qui est valable en sport, en musique, etc., c'est un énorme atout pour le business et je pense que ça peut nous sauver de pas mal de situations assez désastreuses, surtout à l'ère des réseaux sociaux et de la comparaison pardon, très facile. Voilà. Je suis carrément d'accord avec ça. J'ai même rien à rajouter tellement je suis d'accord. En fait, c'est vraiment... En plus, les réseaux sociaux, ça peut être aussi motivant que culpabilisant quand tu tombes vraiment dans ce côté un peu... en fait, si on prend le cliché, c'est qu'il y a du positif et du négatif dans chacune des situations. Et du coup, le positif de la comparaison, c'est que ça va te motiver. Le négatif, c'est que si tu regardes ça alors que tu es fatigué et que tu viens de vivre un très gros échec, tu vas te sentir comme une merde en te disant « Ok, super, et ben les autres y arrivent et pas moi, super, comment je fais ?» Mais en vrai, si tu travailles vraiment ton mindset, tu vas te sentir comme une merde pendant 2 heures, puis après tu vas te dire « Bon, en fait... » on va remonter en selle et on va y aller. Il y a plein de choses très cool que je sais faire dans ma vie, donc let's go. Exactement. Est-ce que toi, ça c'est vraiment le truc, genre le sport, tout ça, cette mentalité-là, est-ce que toi, ça t'aide en business? Genre, est-ce que c'est vraiment le truc dont tu te sers le plus pour garder le moral aussi en business quand ça va pas? Ce genre de mentalité, je veux dire. Alors c'est difficile à répondre comme question parce qu'en fait, vu que j'ai toujours fait du sport dans ma vie, c'est une arme que c'est sûr que j'ai, mais je suis pas sûre de savoir identifier à quel moment je me repose dessus. Mais quand ça va pas bien, ouais, si. Parce que quand ça va pas bien, je vais regarder des vidéos de Kobe Bryant qui essaye de faire du motivational et ça fonctionne beaucoup trop bien. Donc oui, je pense que c'est exactement ça. Ok. Je pense que je peux vraiment dire que je m'appuie sur ça en business. Est-ce que justement, tu peux nous parler d'un moment où tu as eu besoin de ce genre de boost, ce genre de motivation? Est-ce qu'il y a eu un passage récemment ou quelque chose comme ça qui a fait que ça n'allait pas forcément, que tu as commencé peut-être à te démotiver, peut-être même à vouloir arrêter? Moi, personnellement, c'était il y a 2 semaines. Alors moi, ça a été en plusieurs temps. En fait, je suis actuellement en société et je suis en train de me rendre compte et d'accepter que c'est pas forcément la meilleure forme juridique pour moi, surtout au vu de mes ambitions, dans le sens où, au niveau de mes ambitions, là, c'est important que je me verse une rémunération fixe qui va être importante. Et du coup, j'ai pas le meilleur statut pour le faire. Et donc, il va falloir que je passe par l'étape de fermer ma société et retourner en micro-entreprise. J'avoue que la première fois que j'ai réalisé ça, je l'ai un peu vécu comme un échec, en mode ok, en fait, j'ai pas réussi à prospérer assez dans ma société, et donc il faut que je retourne en micro-entreprise, et j'ai eu l'impression de rétrograder. Et en fait, ça a pas été facile à vivre pour moi. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, je peux aussi voir ça comme un nouveau départ. Et pour le coup, j'ai pensé à mon cher Michael Jordan qui me suit depuis si longtemps et au fait que lui, à un moment donné, il a quand même fait une pause dans sa carrière basket pour aller faire du baseball. Parce Je qu'à un savais moment... même pas. Ah ouais? Bah, il a Non, fait je 2 savais saisons pas. entières. Probable. Michael Jordan, en fait, je me dis, si même Michael Jordan, qui était au sommet de son art, a réussi à accepter de prendre le temps de faire une pause, d'aller tester un autre sport et de revenir, je peux changer de statut, surtout que en fait je sais pourquoi je le fais, donc ça m'aide beaucoup aussi à ne pas voir ça comme un échec. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est facile de voir ça comme un échec au début parce qu'on se dit la micro-entreprise, ça a cette connotation Oui, de débutant. Tu sais, cette connotation de on se met en micro parce que c'est pas trop risqué, ça nous permet de tester un peu notre activité. Enfin, d'ailleurs, si je me trompe pas, le statut oui, avait été créé pour ça d'ailleurs à la base. Donc c'est vrai qu'après, on se dit que le next step, c'est de passer en société, donc enfin, EURL, SARL, SAS, SASU, tout ça. Et en fait, quand on doit rétrograder et finalement se dire, bah, finalement, la société, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, c'est peut-être pas ce qui me convient en termes de fonctionnement, d'objectifs, tout ça, il y a cette première idée de se dire, ah, je reviens au niveau débutant. Alors qu'en fait, non, en fait. En réalité, tout n'est pas adapté à tout le monde. C'est-à-dire que les sociétés ne sont pas adaptées à toutes les entreprises. Et à l'inverse, les micro-entreprises ne sont pas adaptées à tous les débutants, entre guillemets, genre à tous ceux qui se lancent. Il y en a qui se lancent quand ils ont notamment beaucoup de charges. C'est pas une bonne idée d'être en micro-entreprise sous le régime qu'on connaît, en fait, avec les formes fiscales qu'on connaît le plus, les plus répandues, parce que les charges ne sont pas déduites, tout simplement dans pas mal de... Alors, je ne vais pas me lancer dans un cours sur les formes juridiques et fiscales, hein, bien sûr, mais dans la forme la plus courante, en tout cas, les charges sont pas déduites. Et donc, parfois, il vaut mieux passer en EI ou carrément en société. Et à l'inverse, il y a des activités pour lesquelles passer en société, c'est peut-être pas forcément l'idéal.
mais, mais ça n'en reste pas forcément moins, enfin plus facile, pardon, de revenir en micro-entreprise quand on peut avoir certaines croyances à ce sujet, ça c'est sûr. Et puis surtout, tu peux pas vraiment prévoir comment ton entreprise va se développer. C'est-à-dire que tu peux la prévoir dans une certaine mesure, mais par exemple, moi j'ai eu tellement d'opportunités de formation qu'en fait actuellement, la casquette de formatrice, c'est celle qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, j'allais dire à cause de ça, mais aussi grâce à ça, le statut d'entreprise et donc de URL que j'ai n'est plus le meilleur pour moi actuellement. Mais donc ça veut pas forcément dire que je vais que je vais tout changer, quoi. Et en fait, c'est juste, j'avais pas forcément prévu que la formation prendrait autant de place. Ce qui fait, cela dit, beaucoup rire mes parents, hein, parce que j'avais toujours dit que je deviendrais pas prof. Et finalement, je suis une prof de marketing. Donc, c'est juste, j'avais pas prévu ça dans ma vie. En fait, ça m'est tombé dessus et je me régale dans ce que je fais. Donc, pour continuer justement à me donner une chance et en même temps à ne pas me mettre des bâtons dans les roues, je vais changer de statut, en fait, c'est tout. Ouais, mais t'as bien raison, c'est la meilleure décision à prendre au final. Donc, même si c'est pas facile au début, au final, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais quels objectifs tu vas atteindre derrière. Et je pense que ça rend la chose plus Vraiment. facile. On peut même pas parler d'échec en vrai. Non. Non, vas-y, donne-moi un vrai bon échec. Je sais que tu as déjà perdu quelque chose. On en a parlé juste avant. Bien sûr, il y a eu un petit raccord. Donc là, je vais le dire clairement aux auditeurs, il y a eu un énorme bug dans l'enregistrement. J'ai perdu, moi, tous mes fichiers. Mais ça... Mais ça, pour le coup, ça a été très dur. C'est-à-dire que vraiment, en plus, on en parlait en off et je disais que je pleurais assez facilement en vrai. Mais en vrai, je pleure assez facilement dans les films et tout ça, moins facilement pour des trucs qui m'arrivent. Mais là, vraiment, genre, une crise de larmes à deux doigts de « Ok, en fait, j'ai tout fait pour rien ». J'avais enregistré presque 19 épisodes de podcast d'avance. C'est-à-dire que, en gros, ma saison, elle était finie en interview et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que du coup, mon ordi a totalement planté, que j'ai perdu tous les fichiers qui étaient enregistrés sur mon ordi et que je pensais avoir une sauvegarde automatique, donc je ne m'en inquiétais pas, mais je n'avais pas de sauvegarde automatique. Ah là 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 là. Vraiment, ça a été terrible. Ça a été terrible. J'imagine. Moi, tu sais que j'ai perdu mon podcast. Alors, j'ai pas perdu les fichiers, à l'inverse de toi. Par contre, il a disparu de toutes les plateformes. Ah non, mais ça... Et j'en étais pas autant que toi, bien sûr, j'en étais, je crois, de mémoire à 20 épisodes, il me semble. C'était quelque chose comme ça. Je te jure que j'avais envie de passer mon ordi par la fenêtre. Moi aussi, j'ai eu des petites larmes. À un moment donné, ça a craqué, quoi. Parce que j'étais là, je travaillais, je sais pas, 17, 19 heures, quelque chose comme ça, sur le fait de récupérer mon podcast. Mais ça a été un bordel sans nom. Ah non, mais ça, c'est terrible. Vraiment. C'était terrible. Sans compter aussi les innombrables problèmes d'ordinateur, donc les réinstallations de Windows, des choses comme ça, bien sûr, bien sûr. Mais là, franchement, le fait de perdre le podcast, qui disparaisse carrément de toutes les plateformes, pas juste une, hein, non, toutes les plateformes. Mon Dieu, le drame. Mais finalement, j'ai réussi à le récupérer, tout ça, heureusement, hein. Mais ça a été une galère sans nom. Donc vraiment, je comprends tellement. Et ce genre d'échec, en vrai, on apprend derrière. On apprend déjà à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour sécuriser les choses. On apprend aussi à faire en sorte d'avoir des backups. Ça, c'est un truc, on en parlait en off aussi. Donc, les auditeurs le savent pas, mais du coup, je vais le dire. Il y a un épisode qui a été enregistré avant le tien, qui du coup ne sort pas avant, mais qui sortira peut-être après si on le réenregistre, parce que tout simplement, mon invité n'apparaît juste pas dans les fichiers audio. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que ma voix, il n'y a pas la sienne. Donc voilà, un gros fail. Et c'était ce jour-là où j'avais pas demandé à l'invité d'enregistrer un backup de son côté. Voilà, donc ça arrive. Mais du coup, après, on prend le pli, on se dit, OK, cette fois, j'ai retenu la leçon. C'est surtout ça l'élément principal. J'ai retenu la leçon et je vais faire différemment. Je pense que tu as fait pareil avec ton podcast. J'imagine que maintenant, tu as des sauvegardes. Oui, et puis j'ai le réflexe de faire des sauvegardes. J'ai des sauvegardes automatiques et j'ai le réflexe aussi de faire des sauvegardes manuelles. Non, mais vraiment, ça vaccine. C'est ce qu'il faut. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu peux nous raconter d'autre dans le musée des échecs, des choses qui te sont arrivées, qui t'ont soit servi de leçon, soit dégoûté? Ça peut arriver aussi, hein. Il y a des trucs où t'as juste envie de jeter l'éponge et tu te dis juste, allez, c'est bon maintenant, j'arrête, c'est bon. Une des grosses erreurs qui a failli me coûter beaucoup d'argent, mais heureusement, je m'en suis rendu compte à temps, c'est que j'ai trop fait confiance à ma comptable. En fait, je suis passée en EURL,
Et du coup, le fait d'être en société, t'es obligé d'avoir une comptable. Moi, je me suis dit, mais génial, je déteste la compta, elle va s'en charger. Et en fait, arrive le moment de la déclaration d'impôt. Et donc, ma comptable m'envoie tout un mail avec les cases que je dois cocher et les montants que je dois déclarer dans chaque case. Sachant que déjà, on est sur une procédure qui me demande des ressources mentales extrêmes parce que je déteste l'administratif. Donc déjà, ça veut dire que moi, j'avais bloqué une demi-journée pour faire mes impôts en me disant, OK, je vais prendre le temps de le faire. De toute façon, tu dois le faire, Lauriane, personne ne le fera à ta place. Donc, je me penche dessus, je commence et tout. J'arrive là où il faut que je fasse tout ce qu'elle m'a dit et je me rends compte que les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Kevin, ça va pas du tout. Ça va pas, en fait. Et puis, tu sais, je reste devant le truc. Et c'est là aussi que il y a eu un petit manque de confiance en moi aussi. C'est que le premier truc que je fais, c'est que je doute de moi. Je doute de moi et je me dis, non, mais c'est moi qui me suis trompée. Et dans le doute, j'appelle une amie qui est aussi en société et je lui dis, ouais, est-ce que tu as déjà fait ta déclaration d'impôt? Elle me dit non. Je dis, ok, bon, bah, juste pour cette partie-là, parce que je savais qu'elle l'avait fait l'année dernière, la comptable me dit de déclarer tant, 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 sauf que moi j'ai tant, 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 est-ce qu'on est d'accord que c'est pas normal? Elle me dit, mais effectivement, c'est pas du tout normal. Et en fait, ma comptable avait oublié de prendre en compte près de 6 mois de rémunération. Donc ça veut dire que j'allais déclarer aux impôts une rémunération où il manquait 6 mois dessus. Sauf que, voilà, on est d'accord. Mal, là. Si jamais je suis ce que fait ma comptable et que ce que dit ma comptable, pardon, et que je déclare vraiment ça, quand les impôts vont me retomber dessus, mais je vais leur devoir tellement d'argent. Et donc du coup, là je me dis, ok, donc le problème ne vient pas de moi. Et j'appelle ma comptable, on est donc un vendredi après-midi, il est 17h, et je l'appelle jusqu'à ce qu'elle me réponde. C'est-à-dire que j'appelle le fixe, ça répond pas, ça répond pas, ça répond pas. Je passe sur le téléphone portable et j'appelle jusqu'à ce qu'elle me réponde. Et je lui dis oui, on a un gros problème, parce que voilà, tout ça, tout ça. Et en gros, elle-même se confond en excuses parce qu'elle se rend très vite compte, même au téléphone, qu'en fait ça va pas, qu'effectivement l'erreur que j'ai relevée est bonne. Et donc, du coup, elle doit tout refaire. Et en fait, ça m'a vraiment... En fait, c'était la goutte de trop et j'ai changé de comptable. Parce que ça faisait plusieurs fois que y avait des trucs comme ça qui n'allaient pas. Mais ça m'a aussi appris que c'est pas parce que je confie quelque chose à quelqu'un que je dois pas derrière regarder et que je dois pas savoir le faire. Et donc, du coup, ça m'a aussi ancré cette leçon dans la tête que quand je délègue quelque chose à quelqu'un, il faut que je sache un minimum le faire pour être capable de vérifier ce qu'il fait aussi. Et donc là, vraiment... Très, très bonne leçon, ça. Et maintenant, ma comptabilité, je repasse dessus à chaque fois. Ouais, c'est vraiment important et je pense que c'est aussi ça qui fait que commencer toute seule, en micro-entreprise ou autre chose, ça nous force en fait à faire les choses par soi-même, ça nous force à mettre le nez dans tout. Alors bien sûr, la compta d'une micro-entreprise, c'est pas la même qu'une société, mais ça nous donne des mécanismes. Ça nous donne en fait des comment dire, j'allais dire une méthode, j'ai pas le mot exact qui me vient en tête, mais si tu veux, ouais, comme une sorte de mécanisme où on se dit, ok, je vais chercher l'information. Je vais devoir aller chercher l'information et la bonne, parce qu'il y a chercher l'information et chercher l'information. Et je vais devoir trouver la bonne en fonction de ma situation pour pouvoir faire les choses correctement, parce que si je fais une erreur, on sait très bien que l'administration française, elle pardonne pas. On sait très bien qu'elle n'apprécie pas les erreurs non plus. Voilà. Donc, on sait qu'il faut savoir faire les choses. Et ça, c'est valable pour tout. Vraiment pour tout. Parce que c'est vrai que quand tu délègues quelque chose à quelqu'un qui est qualifié dans un domaine, cette personne, si tu fais pas trop attention, tu peux soit te faire avoir, soit la personne peut faire des erreurs et tu peux ne pas t'en rendre compte. Et ça peut te coûter très très cher, en effet. Donc, je pense que c'est bien aussi de commencer comme ça tout seul pour ensuite avoir le mécanisme d'aller chercher l'info pour voir si la personne à qui tu délègues des tâches fait du bon travail. Oui, puis en plus... Quoi. Oui, sans parler de fliquer. Hein. On est d'accord, sans parler de fliquer, mais en plus, pour le coup, moi, ça m'a aussi obligée à passer après beaucoup de temps au téléphone avec les impôts et avec l'URSSAF, et c'est aussi venu casser des croyances limitantes de mon côté, parce que j'avais vraiment l'impression que
Et c'était vraiment genre les grands méchants. Et en fait, ils ont été très cool. C'est-à-dire que le personnel, ils prennent le temps. Alors, pas tout le temps. Je comprends. Parfois, on tombe vraiment sur des gens qui sont exaspérants. Mais il y a la plupart du temps, c'est des gens qui sont quand même là pour t'aider, là pour te renseigner, qui vont te guider, que tu peux rappeler quand il y a un truc que tu n'arrives pas à faire. Par exemple, là, il y a un papier que j'ai envoyé à l'URSSAF. Ça va faire 2 mois que je leur ai envoyé le papier. Ils ne l'ont toujours pas reçu. Et ben, ils ont trouvé une autre manière de faire en sorte que je leur transmette. Enfin, on arrive toujours à trouver des solutions à partir du moment où justement, bah, tu acceptes le fait qu'il va falloir que tu mettes le nez dedans et que tu y mettes du tien. Et c'est sûr que ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Mais au moins, ça sera fait et ça sera fait dans les règles et ça t'évitera de payer derrière. C'est ça. Et puis ça fait partie de notre job en tant qu'entrepreneur, ça fait partie, la gestion de l'entreprise, c'est une tâche qui nous incombe en fait. On a même, on a beau la déléguer, ça reste quand même notre responsabilité in fine parce que sur les papiers, c'est quand même notre nom qui est dessus. Et bah, s'il y a un problème, c'est nous qui sommes visités par l'URSSAF, les impôts, etc., etc. Donc, c'est bien de pouvoir mettre le nez dedans. Et voilà. Donc, au moins, cette expérience t'aura appris une bonne leçon très utile. J'imagine que tu es soulagée du coup de revenir en micro-entreprise avec une comptabilité un peu plus Bah facile, même pas, non? parce qu'en vrai, du coup, j'ai pris le pli. Bah, en vrai, maintenant, Ouais. la comptabilité, c'est vraiment devenu une habitude, une espèce de routine. Alors là, je sais que par exemple, je suis en retard dans ma comptabilité. Alors, je suis pas en retard au point où ça va être pénalisant. Je suis en retard de mon côté. Et je sais que je vais me mettre dedans. Mais c'est plus du tout une tâche que je fuis comme ce que j'aurais pu faire avant. C'est OK, bah en fait, j'ai de la compta à faire. Et quelque part, j'ai aussi remis beaucoup de positifs dans ma comptabilité parce que si j'ai de la compta à faire, en fait, c'est que j'ai de l'argent qui rentre. Et donc, du coup, ça, c'est très, très cool Exactement. de le mettre en avant. Alors oui, je paye beaucoup d'impôts et je paye l'URSSAF, mais c'est aussi ce qui va me permettre derrière d'avoir une retraite. Donc, à chaque fois, j'ai réussi à remettre un peu de positif. Et donc, en vrai, le fait de retourner en EI potentiellement, c'est pas vraiment un truc enfin, c'est pas la compta qui va me soulager parce que en fait je me rends compte que je vais garder cette habitude de comptabilité. Bon, bah, tant mieux alors. C'est vrai que je l'ai pas dit en intro du podcast, mais il y a un détail auquel je pense maintenant quand tu es en train de parler. Tu dis j'ai remis du positif, tout ça. Et c'est vrai que quand je suis tombée notamment sur ton site, sur tout ce que tu postes, je trouve que tu as un côté très solaire. Voilà. Je suis pas sûre de l'avoir dit dans l'intro, mais si je l'ai pas dit, du coup, je vais le dire. Mais des choses que j'ai notées déjà sur ton site, le site est très solaire déjà. Genre le branding autour du site, moi personnellement, j'aime beaucoup. Et tu as beaucoup aussi de vocabulaire, genre rayonné, des choses comme ça, genre un vocabulaire très positif, très solaire. Et je pense que ça se voit que tu as un mindset qui est très positif. Mais je voulais quand même rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, qui me fait me poser une question. Tu as dit que quand tu as capté qu'il y avait une erreur au niveau de la compta, la première chose que tu as faite, c'est de douter de toi parce que tu manquais de confiance en toi. Est-ce que ce manque de confiance, ça a pu te pénaliser en termes de business, au-delà de juste douter de toi Mais quand il y a une tellement. erreur? Est-ce qu'il y a Ah mais des choses... tellement parce que Ouais. en gros, en fait, c'est un manque de confiance et une des manières dont il s'exprime beaucoup, c'est le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, on en parle à tort et à travers, mais pour moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à aller régler. Par exemple, là, dans le cas de la compta, en fait, c'est vraiment genre, c'est pas vraiment un syndrome de l'imposteur, c'est plus, ok, en fait, c'est pas mon expertise, donc peut-être que c'est moi qui ai tort, donc il vaut mieux que je double-check. Et en business, là où ça m'a déjà pénalisé, c'est que il y a des opportunités à côté desquelles je suis passée, juste parce qu'en fait, je pensais que j'étais pas légitime. Ou juste parce que je me disais que j'allais pas, j'avais rien à apporter. Mais en fait, il y a tellement de choses que j'aurais pu faire. Alors, c'est bien beau de parler comme ça maintenant. Évidemment, on sait pas ce que ça m'aurait amené. Peut-être que ça aurait pas marché. Mais je pense vraiment qu'il y a vraiment plein d'opportunités, dont une vraiment que j'ai en tête, où en fait, on est venu vers moi, on m'a proposé le truc et j'ai dit non, désolé, je pense que je suis pas la bonne personne. Et en fait, personne va vraiment insister en disant mais si, je pense que c'est plutôt un oh waouh, moi je pensais que c'était la bonne personne, mais elle doute, du coup moi aussi je doute. Du coup, la seule réponse que tu vas avoir, c'est ah ok, bisous, bye, et c'est tout. Vraiment. Ah, Mais dommage. après, bah tant pis, tu vois, je continue à en créer. Et maintenant que j'ai changé ça, c'est encore un travail. Hein, c'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas un truc où t'es tout le temps à 100%. C'est vraiment un truc que tu dois travailler sans cesse. Et du coup, ouais, ça me pousse à continuer à travailler et, euh, et à travailler aussi mon estime de moi. Parce que je pense que du coup, ton estime de toi, enfin un manque d'estime de toi,
peut provoquer un manque de confiance en toi. Ouais, je pense aussi. C'est vrai qu'on parle des deux dans tous les sens. On parle d'estime de soi, de confiance en soi. À mon sens, la différence entre les deux se situe dans la définition, tout simplement. Après, c'est ma définition. Je ne sais pas si c'est la définition, si c'est une vérité ou pas. Mais je trouve que l'estime de soi, c'est se sentir valable. Et la confiance en soi, c'est se sentir capable de faire quelque chose. Et c'est une question de valeur. Quand tu parles de l'estime de soi, tu vois, il y a une question de valeur, de qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux. Et la confiance, c'est une question de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire. Tu vois, les deux sont vraiment intrinsèquement liés parce qu'au final, quand tu as une mauvaise estime de toi, tu peux avoir plus facilement des problèmes de confiance en toi. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Je sais pas comment expliquer ça. Tu peux avoir des problèmes de confiance en toi sans avoir de problème d'estime de toi. Oui, parce que la confiance en toi, tu peux l'avoir sur un domaine, mais pas sur tout. Du coup, ça, par exemple, genre, exactement. Moi, j'ai une confiance en moi en sport qui est assez bonne. Parfois un peu trop, parce que je vais me penser capable de faire des trucs que dans la réalité, je vais moyen assumer. Mais en sport, par exemple, j'ai une très bonne confiance en moi. J'ai une assez bonne confiance en moi en marketing, mais en fait, il y a encore tellement de choses que je pourrais améliorer que ça, c'est pareil, c'est un truc qui a beaucoup tendance à varier. Et par contre, sur la partie comptabilité, là, je commence à avoir confiance en moi, mais il y a 6 mois, j'étais pas du tout confiante dans ce que je faisais. Donc ouais, je pense que là où justement, une des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas, c'est que la confiance en soi, ça dépend trop du domaine en particulier. Ouais, je pense vraiment aussi, tu vois, j'en parlais tout à l'heure du fait que j'avais eu des problèmes de confiance en moi à la batterie, mais pas en percussion. Par exemple, alors je sais pas si ça va te parler ou si ça va parler à certains auditeurs, mais je pense que peut-être que oui. Dans les percussions, il y a plein d'instruments différents. Il y a notamment des claviers, donc des xylophones, marimba, tout ça, des choses comme ça. C'était des choses que je n'aimais pas du tout faire. Mais un jour, on m'a demandé de faire un solo les yeux bandés de xylophone devant 2500 personnes. Et je l'ai fait. Et j'étais pas plus tétanisée que ça. Par contre, jouer de la batterie qui était vraiment ma passion, c'était vraiment le truc que je kiffais le plus. J'ai appris toute seule dans ma chambre à 10 ans. Il y avait personne qui voulait m'apprendre autour de moi et tout. J'ai vraiment appris toute seule. Et j'étais plutôt pas mauvaise. J'étais même plutôt bonne en fait. Mais par contre, jouer des choses très simples, ça me tétanisait. Genre vraiment, je transpirais vraiment comme un phoque. C'était vraiment horrible. J'étais à 2 doigts de m'évanouir parfois. Tellement j'étais tétanisée. Alors que voilà, j'avais pas de problème en percussion et j'avais pas de problème non plus dans la vie de tous les jours. Là, quand j'ai fait le voyage autour du monde notamment, je suis allée sur 4 pays différents, sur 3 continents différents. J'avais 500 $ en poche, en dehors des voyages qui étaient déjà payés. Et donc, je devais dormir chez des inconnus. Je devais me transporter d'un point A à un point B comme je pouvais, en dehors des avions, bien sûr. Et ça veut dire qu'il fallait aller vers les autres. Il fallait aller leur parler. Il fallait aller demander des choses aux autres. Il fallait se mettre en avant, tu vois, enfin des choses comme ça. Et j'ai jamais eu de souci à le faire. Jamais, 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 jamais. Parler à des gens, ça me pose pas de problème. Parler en public, ça me pose pas de problème. Par contre, jouer de la batterie devant, mais même 2 personnes, 2 débutants ou 2 personnes qui avaient jamais touché une batterie, ça me tétanisait. Donc vraiment, je pense que ouais, la confiance en soi, c'est très changeant en fonction du domaine, réellement. Alors que l'estime de soi a l'air beaucoup plus globale. Parce que c'est vrai que quand tu manques d'estime de toi, ce qui a été aussi mon cas récemment avec le Covid, tout ça, il y a eu un énorme chamboulement et une perte d'estime de soi. Et ben j'ai senti l'impact que ça avait, même sur des choses que j'avais pas de problème à faire dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ça t'est arrivé un peu ce genre de choses aussi Moi, ou pas? plutôt à l'inverse, du coup, puisque en plein Covid, je sortais d'un harcèlement moral et en fait, j'avais été diagnostiquée en burn-out et du coup, c'est pas une période où t'es au top de ta vie. Et du coup, ça a vraiment plus été, ok, en fait, je reprends carrément mon estime de moi. Et plus je reprends mon estime de moi, plus je me sens capable de faire des trucs. Et avant, par exemple, donner des cours devant des élèves, ça me rendait malade, je dormais pas, j'étais hyper stressée, les premiers mots que je prononçais, limite, ils étaient totalement étranglés au fond de ma gorge et tout. Et maintenant, j'ai toujours un petit stress et une petite appréhension quand je découvre une nouvelle classe, mais j'ai plus du tout, je suis plus à ce point malade parce qu'en fait, je sais que je suis une bonne formatrice et en fait, ça vient aussi avec tous les retours des élèves et avec ce que je sais que je suis capable d'apporter sur la table, c'est que je sais que vraiment, genre mes cours, les gens s'en souviennent. Et du coup, maintenant, j'arrive avec plutôt de, ok,
comment je vais faire pour briser la glace, comment va se comporter cette classe, etc. Mais c'est plus des questions qui vont très vite s'évaporer et puis qui vont ensuite ne plus exister. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit. Tu as dit, je sais que je suis une bonne formatrice. C'est vraiment comment tu te sens, genre au fond de toi, qui tu es, quelle valeur tu t'accordes aussi. Tu vois, là, on touche vraiment à l'estime de soi. Tu sais que tu es une bonne formatrice et donc, par extension, que tu peux, du coup, donner des cours. Tu vois, pour moi, c'est vraiment un cheminement, en fait. Quand tu as la valeur au fond de toi, que tu sais quelle valeur tu as, que tu sais qui tu es, que tu sais ce que tu représentes pour toi-même, tout ça, derrière, ça peut débloquer tellement de capacités. Alors là, totalement d'accord. Est-ce que tu as d'autres petites anecdotes croustillantes à nous partager? Ça fait pas mal déjà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu dirais là, c'est une question un peu large, je sais, je m'en excuse d'avance parce que c'est une question qui me vient à l'esprit maintenant, comme ça. Toi qui as vécu du coup pas mal de périodes difficiles, de périodes un peu challengeantes, que ce soit au niveau personnel, donc avec ton ancien travail, comme tu le disais, avec le racisme, faire face à des choses qui sont vraiment plus que désagréables au quotidien, ou alors des erreurs qui ont été commises dans ton business, tout ça, toutes ces périodes challengeantes, qu'est-ce que tu dirais qui t'aide le plus à sortir de ces périodes-là? C'est très très large comme question, je sais. Je crois que c'est une réponse du coup très large que je vais aussi te faire dans le sens où en fait il y a une phrase qui est très cliché, après la pluie vient le beau temps, et en fait ça fait partie des choses qui m'aident à tenir sur le long terme. Souvent, quand je vais être vraiment dans le creux de la vague, notamment quand je suis en plein SPM et que j'ai l'impression d'être la plus grande merde de cette terre, et que on connaît. Et bah vraiment, genre dans ces moments-là, je suis vraiment en mode, oh mon Dieu, je suis la pire personne, je vais jamais m'en sortir, je ferais mieux de tout arrêter et de devenir caissière. Avec beaucoup d'amour pour les caissières, hein. J'ai été caissière pendant un moment et c'est juste pas possible que j'y revienne, mais bref, voilà. Et en fait, il y a toujours un moment où, en fait, une fois que je suis sortie de cette période-là, je me dis, bon, ok, là, c'est dur, mais il y a un truc très beau à aller chercher derrière. Du coup, je vais m'accrocher pour aller chercher ce truc derrière. Et du coup, cette phrase très cliché de « après la pluie vient le beau temps », ça m'aide pas mal à faire en sorte de passer à travers le dur. Et puis aussi, de faire l'effort de voir tout ce que j'ai déjà autour de moi et notamment à quel point je suis bien entourée, parce que c'est quand même une chance que j'ai toujours eue dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu des personnes sur lesquelles je pouvais compter. Ça veut pas forcément dire que c'est des personnes qui pouvaient m'aider concrètement, mais c'est des personnes qui pouvaient au moins m'écouter et me soutenir, et du coup ça aide beaucoup aussi à se relever, de se dire ok bon bah j'ai peut-être tu vois le truc très cliché, j'ai peut-être pas tout l'argent que je veux et mon business ne réussit pas autant que je le voudrais. Par contre, j'ai une meuf incroyable, j'ai une famille qui me soutient, et donc du coup, ben let's go. Waouh. Donc en gros, si je devais résumer, les deux mots qui ressortent, c'est déjà la croyance profonde que tu as que les choses vont finir par s'arranger et la gratitude que tu as pour ton environnement au final. J'ai un merveilleux petit chat que tu as déjà vu. C'est énorme. Oui. Mine de rien, tu vois, elle m'a beaucoup aidée pendant le Covid. Le fait d'avoir cette boule d'amour, c'était vraiment hyper appréciable de me dire que j'étais pas juste toute seule chez moi et que j'avais cette petite boule d'amour qu'est Pixie. Je veux pas en parler parce que j'ai perdu mon chat il y a un peu plus d'1 an, mais perdu, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si il est mort ou vivant. Voilà, et ça me touche énormément à un point que même juste son prénom me fait encore un peu la larmichette à l'œil. Donc je t'envoie du soutien et on peut changer de sujet. sujet. Mais je comprends totalement. Voilà, moi qui ne voulais pas d'animaux, voilà, on en est là. Tous mes potes se foutent de moi, du coup. Gentiment, mais quand même. Voilà, mais en tout cas, je comprends totalement. Et c'est vrai que d'avoir une gratitude pour son environnement, pour les gens qui nous entourent. Donc, tu parlais de ta chérie, de tes parents, tout ça, de ton chat. Je pense que c'est important et qu'on peut aussi facilement oublier ce genre de choses quand on est ancré dans nos problèmes, quand on a la tête dans le guidon. Voilà, on a perdu nos épisodes de podcast, on a perdu un truc, on a fait une erreur, on va risquer une amende ou je sais pas quoi. Et on se dit, oh là là, c'est la fin du monde, tu vois, genre, t'as l'impression que tout s'écroule. Et en fait, il suffit de regarder un petit peu autour, genre de sortir la tête du guidon, de regarder un peu autour et de se dire, ah ouais, mais je suis avec une femme merveilleuse, ouais, mais j'ai mes parents qui m'aiment et me soutiennent, ah ouais, mais j'ai des amis qui sont là aussi pour moi, machin. Tout ça, c'est juste incroyable. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent, tu vois, on devrait avoir plus de gratitude au quotidien. Quand je dis on, c'est pas toi et moi, c'est de manière générale, hein.
On devrait avoir plus de gratitude au quotidien pour tout ce qui Je nous suis entoure. assez d'accord et moi aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir exprimer ce que j'attendais d'eux. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, mes parents, si jamais je leur dis, ah, j'ai un problème avec l'URSSAF, j'en ai marre et tout, ils vont me dire, ils vont essayer de comprendre c'est quoi mon problème et donc ils vont poser plein de questions. Et en fait, juste de savoir leur dire, écoute, je pense que je pourrais répondre à tes questions dans 3 jours, mais là, actuellement, j'ai juste besoin que tu m'écoutes me plaindre, et je suis désolée pour toi parce que je sais que c'est pas le plus agréable, mais j'ai juste vraiment besoin de me plaindre, que tu me plaignes un petit peu, et puis ensuite, ça ira mieux. Ça aussi, ça a été très précieux et ça a beaucoup changé ma relation avec justement tout mon entourage. Et maintenant, j'ai des amis qui font aussi l'exercice, et je le fais aussi quand on vient me parler, c'est de dire, OK, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as envie de te plaindre ou est-ce que tu veux qu'on trouve des solutions? Et ça a beaucoup changé mes relations avec tout mon entourage, parce que du coup, il y a vraiment juste des moments où on va pas se mentir, on a besoin de se plaindre, et à partir du moment où on a vidé notre sac, ça va mieux. Et oui, on pourrait l'écrire et le faire en journaling, comme beaucoup de gens nous le recommandent, mais c'est beaucoup plus agréable de se plaindre à quelqu'un qui nous écoute et qui nous comprend. Oui, totalement, c'est ça. Moi, je fais pareil. Je fais pareil avec mon entourage aussi. Je leur demande, est-ce que tu veux du réconfort ou une solution? Bah voilà. Et je dis pareil. Moi, ça m'arrive des fois de rentrer, voilà, un soir de me plaindre. Ouais, il y a eu ça qui va pas. Nan, nan. Et avant même que ma chérie ouvre la bouche, je dis, attends, je veux juste pas de solution là. Je veux juste du réconfort. Voilà, juste je veux me plaindre, que tu écoutes, que tu me fasses un gros câlin derrière, et après ça ira mieux. Et après les solutions, je vais Et les après, trouver, je serai t'inquiète pas. prête à t'expliquer ce qui se passe Voilà. avec l'URSSAF. Là, je n'ai pas envie que tu remues le couteau dans la plaie. URSSAF, URSSAF, voilà, Vraiment. nos amis. Bon, en tout cas, ouais, c'est vrai que pour moi c'est une très bonne façon de faire aussi. Je pense que ça décharge pas mal aussi les épaules de certaines personnes, de leur dire, ok, est-ce que tu veux du confort, enfin du réconfort ou une solution, et juste que les gens se sentent écoutés, qu'ils se disent, ok, ma pote là, elle va m'écouter, je vais pouvoir me plaindre pendant 1 heure ou 2, et après ça ira mieux. Comme ça fait Vraiment. du bien, c'est incroyable. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Vraiment, c'était trop cool. Avant qu'on se quitte, j'ai une question pour toi qui ne vient pas de moi. Alors, si les personnes écoutent ce podcast, pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Décidément, la nuit a été trop courte, hein. Si des personnes écoutent ce podcast régulièrement, ils savent déjà. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais répéter le concept. Le concept, il est simple. L'invité que j'ai reçu avant toi, donc là, cette fois, c'est pas l'invité que j'ai reçu réellement, parce que du coup, son épisode n'a pas fonctionné, mais l'invité encore d'avant, du coup, a posé une question qui est très large, qui est très ouverte, qui n'est pas très spécifique. Je lui avais pas proposé d'angle spécial. C'est elle qui a trouvé sa question. Et donc, je vais te la poser. Et après, ce sera à toi de poser une question au prochain invité. Donc, tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas les thèmes qui seront abordés. Tu ne sais absolument rien de cette personne. Et je ne t'ai donné aucune directive à part juste de poser une question, quelle qu'elle soit, et peu importe le domaine. Donc, ta question pour toi, elle vient de Camille Bijot, qui est une batteuse, multi-instrumentiste, autrice, compositrice, elle est juste incroyable. Et sa question, c'est, si tu n'avais aucune restriction, mais vraiment aucune du tout, quel est le rêve que tu pourrais ou voudrais réaliser? C'est dur. Ouais, elle est pas mal celle-là. Ah, ça te renvoie à tout ce que tu veux réellement au fond de toi, genre tout ce que tu veux intrinsèquement, profondément au fond de toi, tu vois. Je crois que je vivrai au soleil et à la mer. Je t'attends. Je t'attends au soleil. Ouais, voilà. Okay. Parce que c'est trop difficile pour moi de choisir un pays, parce que j'ai déjà le projet de retourner vivre un petit temps en Martinique, mais je crois que sans aucune restriction, je m'attacherai pas forcément à un pays et je me dirais ok, let's go, je pars à l'aventure vivre à la mer. Trop bien. Et tu changerais de pays du coup de temps en temps, tout ça, au fil des envies et tout? Trop bien. T'as parlé de la Martinique, il y a un de tes parents qui est... j'ai entendu martiniquais, togolais, je sais plus, c'est mon papa, père. maman, je ne me rappelle pas. Voilà. Ok, donc tout s'explique. Ok. Donc là, toi, tu ferais ça. Tu irais vivre au soleil, vraiment, près et en de fait, la mer. du coup, ça Au gré des inclut envies. plein de choses, parce que ça inclut le fait que, évidemment, Pixie, mon merveilleux chat, est obligé de voyager avec moi, que j'ai la liberté financière de pouvoir faire tout ça, que j'ai un job qui me permet de continuer à faire mon job parce que j'adore ça, mais qui me permet aussi de voyager et tout, même avec le décalage horaire. Donc, il y a plein de choses derrière, mais du coup, je crois que le premier résumé, c'est vraiment genre être au soleil et à la mer, parce que là, ça me manque beaucoup. Trop bien. C'est vrai que oui, après, il découle plein de choses derrière, mais ok, c'est entendu. Très bien.
Et du coup, à ton tour, de poser une question. Alors, bon, ça, je ne sais pas sur quel domaine, mais vraiment, tous les champs des possibles sont ouverts. Quel est l'échec que tu as besoin de vivre pour arriver là où tu as envie de te rendre? Quel est l'échec que tu as besoin de vivre pour arriver là où tu as envie de te rendre? Ah ouais, elle est pas mal celle-là. On a eu une question dans un des épisodes sur les échecs qui t'avaient appris la plus grande leçon, quelque chose comme ça. Mais Ouais, là, c'est encore autre chose. Là, c'est parce qu'en c'est un fait, moi, nouvel ça m'est angle. venu pendant mon échec dont je parlais avec ma comptable. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup trop déconnectée de ma gestion financière. Sauf que pour être aussi riche que ce que j'ambitionne, il va falloir que je mette le nez dans ma gestion financière. Et donc, j'avais besoin de vivre cet échec pour pouvoir être à l'aise dans ma gestion financière et donc gérer tout l'argent que je vais attirer. Waouh, elle est vraiment excellente cette question. Elle demande beaucoup de projections, de choses comme ça. Et du coup, ça fait appel aux ambitions, aux objectifs. Elle est vraiment énorme cette question. J'adore. Ah, c'est génial. Bon, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Lauriane, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment un énorme plaisir de te recevoir, de te voir aussi. Voilà, c'était avec vraiment grand top. plaisir. Merci beaucoup pour ton accueil. Et puis, bonne écoute et bonne journée à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais bien sûr, tous les liens pour te retrouver seront en description de l'épisode. Ça paraît évident, c'est vrai que j'ai oublié. Encore une fois, la nuit a été courte, mais tous les liens pour te retrouver, donc ton site web, ton Insta, tout ça, ce sera en description. Et voilà, les personnes n'ont plus qu'à te contacter si elles veulent te contacter. Merci beaucoup. Et voilà, elles verront que tu es très solaire, très ouverte, très agréable aussi. Voilà. Merci beaucoup, c'était très cool. Merci à toi, très belle journée à toi. Et voilà, j'espère que cet échange avec l'invité du jour t'a plu. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur cet épisode et sur les sujets abordés, donc je t'invite à le partager maintenant dans l'espace commentaire de la plateforme sur laquelle tu écoutes. Comme prévu, tu peux retrouver les liens vers les ressources citées dans l'épisode en cliquant sur le premier lien dans la description. Avant de partir, si tu peux laisser un like ou 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, ça compte beaucoup pour moi et ça m'encourage à continuer de produire ce genre de contenu, donc merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.